Qui va être sacré grand vainqueur de ce 10e Tour de la Provence? We're going to see these guys in the final and they're going to be all fucked up. J'aime bien cette course en début de saison pour le climat. Ils auront été courageux, héroïques sur ce temps cataclysmique. De la neige et encore de la neige au sommet de la montagne de Lure, ligne d'arrivée de cette deuxième étape. Et il y a une échappée, Baptiste Gillet, ça va nous faire plaisir, de la team Nice Métropole Côte d'Azur. C'est pas très loin les gars, continuez sur ce rythme-là, avec Baptiste et Clément. Allez les mecs, je fais du bon boulot là. Mais regardez, oh là là, oh quel coup de maître d'Axel Laurence, exceptionnel. Il n'y a pas réponse. Un quatrième de ce but. Plongée avec Nice Métropole Côte d'Azur. Dans le Tour de la Provence. Le stade Vélodrome, c'est quelque chose qui est, je pense, même si c'est un autre sport, le foot, ça reste quand même un endroit mythique, un endroit historique. Mais avoir un départ là, je pense que ça reste quand même dans la culture du sport et dans la culture française. Le stade Vélodrome, c'est un endroit particulier. Didier Janel, je suis directeur sportif dans l'équipe. J'ai commencé mon métier après mon époque de coureur cycliste. L'aventure est partie jusqu'en 2025. Ça fait maintenant 15 ans que je suis directeur sportif dans cette équipe à travers l'évolution de l'équipe, maintenant Décathlon, CMA, CGM, avec de beaux projets, des projets d'envergure et dans la durée. Aujourd'hui, on arrive au départ des premières courses en Europe, prêts pour montrer la meilleure image possible de l'équipe et de nos partenaires. Je suis content du compte du entraîneur, mais moi j'en peux plus. Alors je m'appelle Aurélien Paré-Peintre, j'ai 29 ans, je suis dans l'équipe Décathlon CMA CGM chez les pros depuis 2018. Au sein de la maison, donc une équipe que je connais bien maintenant. Gagner un maximum de courses, si possible au niveau World Tour. C'est vraiment l'objectif de l'équipe. C'est une restructuration pour pouvoir nous amener vers la performance ultime qui est de remporter les plus belles courses World Tour de l'année. Nous retrouvons dans cette formation Alexander Koenig. Lui aussi, il fait du gravel. Il avait terminé 3e du championnat de France de gravel. Victor Papon. Les gars, on est chez nous. Il faut marquer les esprits. On a commencé à bien travailler à Bessèges. Il faut terminer le travail aujourd'hui. Donc Alexander, lui, veut prendre le sprint. Moi, j'ai fait un constat. La Lidl Trek, Decathlon, Groupama, Paul Team, Nibet, ils n'ont quasiment pas de sprinter. Si on doit prendre l'échappée, il ne faut pas que tu sois seul, comme d'habitude. Donc il faut vraiment rester sur l'avant du peloton et trouver sa place. Le fameux virage avec le rétrécissement ici. Et là, si on n'est pas en tête de peloton, le sprint il va être compliqué. Donc il va falloir vraiment y mettre de la tête. Arrivé à Saint-Victor et moins d'1 kilomètre. Allez, moins d'1 kilomètre. Allez messieurs, de toute façon on y est. Ils vont le faire Lucas, ils vont le faire. Parce qu'on a dit attention, des routes très sinueuses, étroites. Dans Saint-Victor, il va y avoir plusieurs virages. Ça va être très dur. Il ne faut pas compter ses coups de pédale, encore une fois. On n'est pas une équipe où on peut compter ses coups de pédale. C'est un moment important là, ce brief d'avant-course. Ah oui, c'est ce qui va donner le fil conducteur de la journée pour l'ensemble des coureurs. Nous, on est une équipe où on doit s'adapter H24 minute par minute quasiment sur les grosses équipes. Donc il faut que tout le monde soit mobilisé et qu'on sente qu'on soit prêt à faire la guerre. On part. Moi j'ai un petit problème avec ma selle, donc je suis obligé de m'arrêter. Donc je m'arrête, j'appelle mon mécano. Tu sais, hier, je t'ai demandé de remettre ma selle. Oui, elle est pas à droite. Elle est pas à droite. Le commissaire. Non, mais tu dois t'arrêter. Juste un micro-réglage en fait du coureur qui souhaite qu'elle soit légèrement un peu plus levée sa selle. Donc comme on est dans le départ fictif, du coup on peut le faire maintenant parce que le départ n'a pas encore été donné. Stop, départ donné. Ouais, c'est parti les gars.
Là, pour le moment, ça part assez calmement. Une échappée qui part juste devant nous de 5 personnes. Donc on les laisse filer, ça prend tout de suite du champ, on arrive au sommet de la Gineste. Tout était sous contrôle, on avait profilé au maximum 6 coureurs, il y en a eu 5. Pas d'équipe importante, ni Ineos, ni Trek, c'était le cas. Pas d'équipe World Tour dans cette échappée. Donc après, c'est gestion des écarts. 5 minutes 15. 5, 1, 5. All good, okay? All good. Yeah, interesting to know. I think this breakaway is very inexperienced. I imagine they're going to explode in the final. Time gap 5 minutes 30 now. 5, 3, 0, 3. We're going to see these guys in the final and they're going to be all fucked up. On retrouve assez logiquement, hein, Lucas, quelques équipes dites inférieures, 5 coureurs avec très peu de ces grosses formations que l'on appelle les World Tour. Qu'on a vu sur les autres épreuves, hein, je pense à l'Étoile de Bessèges où souvent les échappés se sont fait reprendre juste à la fin ou très proche de la ligne d'arrivée. Donc ouais, il y a une petite possibilité pour ces garçons-là d'être à l'aventure, de partir devant et de tenter crânement leur chance. 5 coureurs qui sont à l'avant, Arnaud Tandon, Jonas Walton, Mattia Baïs, Bailey McDonald et David Zanuta. Voilà les 5 échappés qui, ça y est, entament le pas de la Couelle qu'on surnomme le petit galibier. Il n'y a que vraiment Tandon qui est fort devant Drizel, après les autres. Je pense que la météo va plus s'arrêter, il va pleuvoir maintenant jusqu'à la fin. La route sera toujours mouillée jusqu'à la fin. La Radio Tour vient d'annoncer des virages serrés, des aménagements urbains, donc ouais, tout est... Maintenant, il faut être super vigilant sur ces passages-là. L'Italien qui abandonne de la team MBH Bank CSB Télécom, le premier abandon donc dans ce CIC Tour de la Provence. On est à 90 de l'arrivée, il y a encore un peu de marge, mais il va falloir un moment que le peloton accélère pour reprendre. Donc ouais, je pense que maintenant, il ne faut plus prendre de risques dans les zones dangereuses. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des autres gars? Ouais. N'arrivez pas à sortir les doigts. C'est pour ça que j'étais plus là dans la descente. J'avais tellement froid. Réchauffe, réchauffe. Ah, il n'y a pas de gants. Ouais. Sinon, t'as encore un bidon? Ouais. Les conditions sont dantesques et on peut vite décrocher mentalement et physiquement parce qu'on a froid, on est transit froid. On est tous pareils, hein, même si on est bien équipés par des vêtements qui nous donnent chaud ou du moins qui limitent le froid. On a quand même froid et vraiment ce qui prend le relais, c'est le mental. Et à ce moment-là, j'ai froid, j'ai mal aux jambes parce que le froid il tétanise un petit peu les muscles, donc c'est vraiment pas une sensation qui est très agréable. Mais en fait, on fait abstraction de tout ça parce qu'on sait que tout le monde est dans le même cas que nous et que le premier qui commence à avoir froid, qui commence à avoir mal, c'est le premier qui commence à avoir perdu. Là, c'est la météo qui va jouer. La route est glissante, il y a beaucoup de crevaisons. Le peloton est très nerveux. Et autant on peut gagner en faisant la différence sur une montée, mais on peut aussi perdre sur une descente, se faire lâcher et plus jamais revenir. C'est pluvieux et donc ça va peser sur les organismes. On risque d'avoir, comme on a déjà à l'écran actuellement, beaucoup de cassures, beaucoup de coureurs lâchés. Ça va être une course d'usure, une course mentale, Lucas, aujourd'hui. On est en début de saison, il y a une défaillance pour certaines physiques, certains coureurs ne sont pas encore tout à fait prêts, la préparation pour certains n'a pas été optimale, l'hiver on a des petits soucis, la santé, la maladie, et donc on arrive sur le Tour la Provence pas forcément très près, avec des équipes qui, elles, ont préparé très très bien la saison, les équipes World Tour notamment avec des moyens supplémentaires. Et donc ces cassures-là vont faire écrémer le peloton. Allez, on s'accroche. Allez, parlez-vous entre vous, il faut forcer. C'est là, c'est dur, mais il faut aller, il faut insister, les gars. Allez. Il faut une bonne résistance. The situation, boys, there is 3 riders left in the front. Time gap 1 minute 40. 1-4-0. Beaucoup de pluie sur cette première étape. Entre Marseille et Saint-Victoré, il reste 45 km de course et toujours cette avance, voilà, qui oscille entre 1 minute 50, 2 minutes pour les 3 échappés sur le peloton, toujours mené par Education First. Ça a bien accéléré là, avec les descentes un peu techniques, la pluie et compagnie. Et
Là, on est à 46 km de l'arrivée, donc c'est maintenant que ça va se mettre en route, hein, ça va s'agiter et ça va commencer à devenir un peu plus tendu. Moi, ma consigne, c'est de remonter encore une fois, parce qu'on on voit que les coureurs se laissent un peu engourdir, on va dire, par le froid, donc je les remobilise à la radio et il faut que absolument ils se remettent, qu'ils se replacent, parce que c'est un moment clé un petit peu qu'on avait coché le matin même au briefing dans le campeur, où on savait que quand on rentrait dans ces successions de villages, il fallait vraiment être sur l'avant du peloton pour ne pas se faire surprendre. Voilà. On apprend à l'instant. Ouais, et l'abandon de Soren Krak en Andersen. Ça, c'est un coup dur. Hein. C'est un coup dur pour l'Eagle Trek qui était tombé, c'est ce que nous ont fait remonter nos journalistes sur le terrain, qui était tombé dans la descente du col de Mazog pour rejoindre ensuite le bas du pas de la Coelle. Voilà, il a chuté dans le ravin. Le coureur danois. Et malheureusement abandon. Ouais, il a pris quelques risques dans la descente. Soren Krak Andersen, il était en tête de cette équipe Lidl Trek pour mener un peu la chasse, et on l'a vu prendre 2-3 virages un peu rapidement, prendre un peu de risques et prendre le champ finalement, prendre de l'avance sur le peloton. A-t-il pris trop de risques avec ce temps et ces routes glissantes? Il y a eu quand même quelques moments de latence où, comme je disais avant, le peloton, on peut pas. Un virage à 90 degrés sous la pluie, on peut pas non plus aller plus vite que les échappées, c'était sinueux. Le parcours était intéressant pour l'échappée en fin de course aussi, il faut placer ascendant, vent de dos. C'est plein de facteurs qu'ils avaient pris en compte devant et qu'ils ont très très bien joué et utilisé. On peut peut-être jouer aussi l'info. C'est notre journaliste qui est sur la ligne d'arrivée, Francesco Carvelli, et qui nous dit que le dernier kilomètre de course est totalement inondé pour le moment. Voilà. Donc, dernier kilomètre de course totalement inondé. Et il nous dit, j'ai du mal à voir comment là les cyclistes ils peuvent arriver à cet endroit-là, Saint-Victoré. Ah oui, là il y a une belle cassure derrière. Attention, parce que c'est cassé en deux du côté du peloton. C'est cassé en deux, en trois même, il y a 3 parties. Et ça, c'est ni plus ni moins que le simple fait de rouler en ville. Un rond-point, un îlot et sous la pluie, une mauvaise relance, un coureur qui a glissé et ça casse le peloton. Et il va falloir être très vigilant. Pourquoi? Parce que on n'a pas aperçu notamment les coureurs de l'équipe Decathlon CMA CGM tout à l'heure en première partie du peloton. Est-ce que Mathieu Riccitello est placé? On ne sait pas. Il me semble ne pas avoir aperçu non plus un coureur qui a sa carte à jouer aujourd'hui. On en a parlé tout à l'heure. Il s'agit de Jason Tesson. Je n'ai pas vu d'équipier de l'équipe Total Energy. Sur le premier geste, c'est la déception de voir et de perdre du temps sur une cassure bête. Il y avait tellement d'eau sur la route qu'à un moment, ça a glissé au niveau du peloton et lui de sa roue avant. Une crevaison, une chute, un élément qui vient de l'extérieur qui fait que tout le classement général peut basculer. Donc là, il y a une différence de vitesse quasiment de 8-12 km/h plus vite que l'échappée. Il reste 15 secondes, mais au kilomètre 3 de l'arrivée, ils vont se faire reprendre. Il faut y croire du côté des coureurs de tête parce que on va rentrer en plus dans la communauté de Saint-Victor et là. Il y a pas mal de virages. Il y a pas mal de virages sur le dernier kilomètre. Donc est-ce que s'il y a 7-8 secondes d'avance sous la flamme rouge, ça peut peut-être passer pour une première très très grosse surprise. Et sachant qu'il y a des rétrécissements à 800 mètres de la ligne, ça va devenir compliqué d'aller les chercher. Je pense que c'est là où la course bascule. Ils ont traversé beaucoup plus facilement la dernière ville. Je pense que c'était un avantage pour eux. Sous la flamme rouge, allez Arnaud Tandon et Mathias Baïs, ça serait beau de voir l'un des deux s'imposer. Allez, on y est à la flamme rouge. D'arriver à Saint-Victor et moins d'1 kilomètre. 1 km 12 secondes, c'est fini. Hein. Ouais, ça revient. Ah ouais, mais bon, attends, là, t'as pas mal aux jambes là. Hein. Dans le dernier kilomètre, t'as beau avoir fait 150 bandes devant, t'as pas mal aux jambes. Hein. Et ils vont gagner un sprint pour la victoire, les deux. Putain, c'est un sketch. Ils vont le faire, Lucas, ils vont le faire. Parce qu'on a dit attention, des routes très sinueuses, étroites dans Saint-Victoré, il va y avoir plusieurs virages. Ça va être très dur. Ça va être chaud, 300 mètres pour les deux coureurs de tête. Allez, le dénouement de cette première étape. Ça lance. Allez, Arnaud Tandon, Mathias Baïs, moins de 200 mètres de l'arrivée, ils vont le faire. Arnaud Tandon, assis sur la selle, Arnaud Tandon, le Suisse. Ils vont le faire, et c'est Arnaud Tandon qui va s'imposer ici à Saint-Victoré. Oh, le coup de force. Oh, magnifique. Le coup de force du Suisse.
Oh oui, exceptionnel, exceptionnel Arnaud Tandon. C'est bon, c'est la petite valide, nom de Dieu. C'est bon ça. Vas-y, gars. Allez au chaud les gars. Ah, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Bien les gars. Mesdames et messieurs, Arnaud Tandon, qui va repasser dans les coulisses alors pour enlever le maillot. J'ai 50 mètres d'avance et c'est super de gagner, quoi. Je pense que c'est toujours mieux d'être devant que dans un peloton quand il fait des temps comme ça. Au final, au milieu du peloton, tu vois rien et c'est toujours compliqué dans les descentes, les relances, le placement. C'est clair que dans un peloton, c'est beaucoup plus compliqué avec des temps comme ça. Les applaudissements pour Victor Papon. Merci. Merci beaucoup. Je ne m'attendais pas vraiment à recevoir ce titre honorifique. Je suis vraiment content. Voilà, c'est quelque chose d'assez chaleureux et propre à la Tour de Provence. Une bonne journée ensemble. Il me semble qu'on fait un top 10 avec l'équipe. Donc voilà, une journée pleine en tout cas. Tous les coureurs étaient gelés, étaient vraiment pris par le froid. Certains étaient en hypothermie. Donc ouais, une journée difficile passée. On a des jeunes aussi qui apprennent un petit peu le métier. On se réhydrate, on remange un petit peu et puis après, à froid, on peut reparler un petit peu de la course. Après, quand on vérifie le vélo, tu vois, il y a des petites choses. Toi, le câble, il se balade, le riselant, il a cassé, il va falloir en remettre un. Voilà, on contrôle tout de A à Z comme si on faisait un montage d'un vélo neuf. Les journées sont quand même longues depuis ce matin. On a les 14 vélos à faire, tout vérifier. Ouais, ce soir, on va finir 20h peut-être, je sais pas, parce que je peux encore regarder l'heure qu'il était. On regarde jamais l'heure, c'est ça le problème. Faut mieux pas. Hop, et là, comme neuf. Là, on sait qu'il y en a un qui a un problème de frein, donc on va contrôler si c'est les plaquettes ou s'il faut refaire une purge. Là, c'est pareil, les vélos, même ceux qui n'ont pas de problème, on vérifie tout, l'état des plaquettes et que tout fonctionne. Si les dérailleurs ont encore de la batterie pour demain. Ouais, il y a une satisfaction parce que notre sprinter, il va faire quand même le top 10. Donc pour nous, c'est ce qu'on recherchait à minima. On voulait vraiment rentrer dans ce top 10. C'est notre premier de la saison. Et demain est une autre journée c'est l'étape reine du Tour de la Provence avec 3500 mètres de dénivelé et l'arrivée à la montagne de Lure. Moi j'avais juste une question à l'arrivée, à 500-600 mètres de l'arrivée, il y avait des énormes flaques d'eau et c'était signalé ou pas? Non. Bon. Non, pas du tout. Il n'y avait pas de drapeau jaune, il n'y avait rien? Il n'y avait personne. Il était pas si noyé. C'était quand même. Ok. Ouais, c'était. Je trouvais qu'on est passé nous en voiture. En fait, en vélo, on s'en rendait moins compte. Et quand on a vu des photos, ouais, c'est vrai. Est-ce que vous vous sentez de prendre l'échappée ou pas? Oui, si. C'est une question. Je sais pas s'il y a un intérêt. L'intérêt, il est pour toi, c'est d'aller faire quand même des kilomètres devant. L'intérêt après, si ça part et qu'au pied, vous êtes encore à 2 minutes, tu te feras reprendre dedans. Ouais. Donc oui, c'est pas forcément d'aller gagner. Et toi, Victor? Bah, c'est pas mon domaine de prédilection, mais en tout cas, je vais tout donner pour déjà accompagner Jaco le plus haut possible. Et puis donner le meilleur de moi-même quoi, sur cette montée-là. Attends, on reformule, parce que je n'ai pas été trop loin à l'école, donc vas-y, je peux pas te faire un truc simple. La forme, elle est bonne? Non, ma forme est bonne, ça, là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais c'est juste que je me suis jamais testé sur une arrivée, on va dire en sommet, à cette altitude-là. Donc je sais pas comment est-ce que je vais... comment est-ce que je vais être dans cette course, mais je sais que c'est des efforts que j'aime bien. On part quand même avec un petit capital de confiance et on sait que voilà, on peut faire des choses. Et puis le vainqueur de l'étape aujourd'hui, c'est un coureur de Continental, donc ça laisse beaucoup d'espoir à nos coureurs de pouvoir réaliser un espoir. La particularité, c'est la montée finale vers la station de Lure. Donc ça reste un col quand même difficile et long pour un début de saison. On a 14 km d'ascension. Donc les meilleurs grimpeurs qui sont ici, ils sont venus pour cette finale, pour cette étape qui va faire le classement général. C'est vraiment le premier gros test de la saison. C'est hyper intéressant de faire une montée entre 30 et 35 minutes. C'est très rare qu'on en fasse dans la saison. Donc ouais, c'est une journée que j'attends pour voir un petit peu où je me situe.
La vérité de demain n'est pas la vérité de toute la saison non plus, il ne faut pas se mettre une grosse pression. Forcément, j'aimerais me rapprocher de la gagne, je pense que j'en ai les moyens, personnellement, donc ça serait satisfaisant. Sinon, de toute façon, on a quand même 2 cartes au sein de l'équipe. Avec Mathieu, on n'a pas exactement le même profil, c'est vraiment le pur grimpeur. Moi, je suis un peu plus grimpeur-puncher, donc ramener la victoire d'étape, ça serait la meilleure chose demain. Voilà, c'est la première chose qu'on peut nous souhaiter. C'est que du bonus demain pour prendre, on va dire, un petit peu des infos pour la suite de la saison, que ce soit l'état de forme, s'il y a des choses un petit peu à affiner à l'entraînement pour être meilleur, des choses comme ça. C'est toujours un petit peu d'appréhension, on ne sait pas... Comme je dis toujours depuis 2-3 jours, je sais où j'en suis, mais on ne sait pas où en sont les autres. Donc c'est ce qui permet de nous jauger. Vive Alexis, vive la Bretagne. J'ai eu un coureur de l'équipe Nordix. J'ai eu aussi le numéro 74 de l'équipe Rocket. C'est pour ça que je suis allée voir l'équipe Saint-Michel-Aubert. Petits biscuits, je les appelle mes petits biscuits. Toujours intéressant d'avoir des noms, des coureurs de renom. On a quand même des grands coureurs sur la course et c'est très intéressant pour tout le monde. On a 2 garçons bien identifiés. On a Mathieu Riccitello, qui c'est un vrai grimpeur, qui sera plus à l'offensive. Et de l'autre côté, on a Aurélien Paré-Pinte, qui lui est une bonne pointe de vitesse, peut jouer aussi sa carte, mais plus sur un rôle attentif et essayer de se protéger, parce qu'il y aura un gros vent normalement défavorable dans cette montée. Après Aurélien, je pense que ça va faire dur quand même. Non, Mathieu, ça va. Tu pensez qu'il peut gagner aujourd'hui? Ah, c'est possible. C'est possible. Il est bon, hein. Il est bon. C'est de très bonne Riccitello, il est réputé. J'espère qu'il va gagner. De la neige et encore de la neige au sommet de la montagne de Lure, ligne d'arrivée de cette 2e étape du CIC Tour de la Provence entre Forcalquier et donc la montagne de Lure. Il faut juste être sûr qu'on aille en haut et qu'il n'y ait pas de gâchis parce qu'il y a 3 bornes, il y a trop de neige et qu'on s'arrête. Mais à moins de 70 km de l'arrivée, il y a une échappée qui s'est formée. Alors ils étaient 6 au départ, ils sont plus que 5. Et Baptiste Gillet, ça va nous faire plaisir, de la team Nice Métropole Côte d'Azur. Ineos aurait pris la tête du peloton pour éliminer un maximum de coureurs. C'est les bras, c'est pas très loin les gars. Continuez sur ce rythme-là. À l'avant de ce peloton, on a Decathlon CMA CGM évidemment. Plutôt agressif dans la montée, attaquer, tenter des choses. Malheureusement, le Français n'a pas pu suivre. Je sens que j'aurais pas forcément les jambes pour suivre. Que tu gagnes avec un boyau avec 1 heure d'avance, c'est la même chose. Hein. Et Mathieu Riccitello. Il n'arrive pas à suivre l'Américain.